suis présidente du comité d'organisation du Festival de la communication santé. C'est un festival qui a 23 ans aujourd'hui et le prochain aura lieu le 30 novembre et le 1er décembre. C'est le festival du monde de la santé et on essaie de regrouper toutes les problématiques du monde de la santé au sens large. Alors, jusqu'à présent, c'était beaucoup la relation avec l'industrie et le médecin, et actuellement, les patients se réapproprient leur santé. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. En fait, en permanence, c'est le problème du patient. Et c'est vrai que le patient c'est important, mais on ne peut pas laisser pour compte l'aidant, parce que l'aidant, des fois c'est peut-être même lui qui est en train, paradoxalement presque d'en mourir ou de mourir de chagrin, et il est obligé de soutenir l'autre psychologiquement, mais il écope terriblement. Et ça me paraît vraiment très très important de porter ces gens-là, parce qu'ils auront une action infiniment plus bénéfique et plus positive sur le malade, si eux-mêmes ont bon moral, sont pas trop malheureux. Et je trouve qu'à plein de niveaux, même au moment de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, par exemple, on pense à l'annonce d'une mauvaise nouvelle au niveau du patient. Oui, mais il y a quelqu'un qui reçoit ça et qui va perdre son compagnon, qui va, voilà, et c'est considérable. J'ai des exemples parfois de choses complètement tragique parce qu'on n'a pas suffisamment regardé les aidants. Aidant, ça représente beaucoup de choses. D'abord, il y a le mot aider. Donc aider, c'est en général quand même avoir du cœur, de la patience, être capable de soutenir. Et pour soutenir, il faut être soi-même en bonne santé. C'est comme lorsqu'on est un peu malheureux, on est parfois moins bon que lorsqu'on est heureux. Et bon, c'est pas facile de dire être heureux alors qu'on a une personne extrêmement malade près de soi, mais cette problématique doit absolument être étudiée parce que les gens se nourrissent les uns des autres. Et voilà, donc je crois que c'est vraiment votre démarche est tout à fait passionnante. D'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressée lorsque nous nous sommes parlé, parce que on laisse de côté des gens fondamentaux et on est tout le temps en train de parler d'une part du grand âge. On parle actuellement énormément des personnes de la dépendance et finalement on a l'impression que tout ça, c'est des mots, mais dans le quotidien, je vis pas encore ça, mais je vois beaucoup de mes amis évidemment qui ont des gros problèmes avec leurs parents et c'est pas si facile de pouvoir gérer tout, parce que des fois il faut les porter et que si on est un peu âgé ou même si on n'est pas âgé, moi si mon mari il arrivait un problème, je pourrais pas le porter par exemple, et il faudrait que je sois très aidée pour pouvoir le porter, le laver et l'aider. Et ça me semble essentiel. Je pense que c'est vraiment pas une famille, c'est quelque chose d'un peu large, et quand quelqu'un a un problème, quelqu'un de la famille tombe à cause d'une maladie, l'autre tombe aussi, et s'il tombe psychologiquement, il n'est plus d'aucun recours. Moi, je crois beaucoup aux réseaux sociaux. Je suis une tweeteuse, c'est un peu addictif d'ailleurs, mais je trouve que c'est très important déjà de voir qu'on n'est pas isolé, que d'autres personnes, alors peut-être même des voisins, et on l'ignore parce qu'on vit tous voilà, on vit tous de façon peut-être, la vie fait qu'on vit de façon un peu isolée, et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet de voir qu'on n'est pas seul, et quand on n'est pas seul, on est plus fort. Une chose déjà très favorable, malheureusement, c'est que tous, un jour, on est touché ou on le sera. Donc déjà, on est tous concernés par ce problème, et avec une population vieillissante, évidemment, ce problème nous concernera tous, et plus tous les problèmes dont on a fait parler, les AVC, etc., qui font, ou un accident de la vie, voilà. Donc ça, déjà, ça fait que ça ne peut laisser personne indifférent. C'est pas comme une maladie rare, c'est un phénomène de société qui est considérable. Donc déjà, la communication peut venir de là, parce qu'elle peut intéresser déjà des pouvoirs publics,
des pouvoirs publics qui vont s'intéresser à la dépendance, qui vont s'intéresser aux soignants. Ça coûte quand même moins cher, une personne qui reste chez elle coûte quand même moins cher à la société, donc c'est un épineux problème dans une période de crise. Et ce problème-là, c'est tout l'intérêt de la société quand même d'avoir des aidants en bonne forme et qui évitent que la solidarité sociale s'applique dans un hôpital ou autre, où la vie d'ailleurs sera beaucoup moins agréable. Donc voilà, et ensuite au niveau de la communication, on a aujourd'hui tous ces réseaux, on a cet internet qui est une révolution qui date un petit peu, mais enfin qui est quand même fantastique. Les réseaux sociaux, il faut vraiment faire connaître, faire savoir, diffuser et puis voilà, faire flèche de tout bois. Je m'appelle Franck Chauvin, je suis cancérologue, je suis professeur de santé publique à Saint-Étienne maintenant et j'ai une activité de recherche qui s'occupe beaucoup d'éducation thérapeutique et dans le cadre de l'éducation thérapeutique, on a un programme sur les aidants justement en soins palliatifs où on voudrait développer un programme d'éducation, même si le terme n'est pas très agréable à entendre, un programme d'éducation des aidants, ce qui nous semble très important. En travaillant sur ce sujet, et notamment avec les médecins de l'hospitalisation à domicile, il nous est apparu que des pays étaient très en avance par rapport à la France, l'Australie par exemple, même certains pays européens, et prenaient les aidants vraiment comme des participants actifs à la prise en charge des patients. Qui dit prise en charge, dit formation, dit communication, dit accompagnement aussi. Il nous est apparu dans ce travail préliminaire qu'effectivement on pouvait avoir un référentiel de formation des aidants qui leur permettent surtout de ne pas s'épuiser et puis de répondre aux objectifs qu'on attend d'eux dans la prise en charge des patients. Le propre de tous ces programmes, c'est effectivement d'avoir un corpus de compétences à acquérir. Et puis autour de ce corpus de compétences, il y a les personnes. Et les personnes font tout en fait. C'est elles qui mettent en œuvre ce corpus, etc. Le problème, c'est que toute seule, sans l'acquisition de compétences, c'est extrêmement dur, c'est épuisant, etc. Et donc il nous a semblé intéressant, mais les Australiens l'ont fait avant nous, donc on n'invente rien, de définir ce que devait être ce corpus de compétences. Et puis après, profiter effectivement des nouvelles technologies, etc., pour que les aidants mettent en œuvre ce corpus de compétences et avec leur personnalité, et puis la personnalité de la personne aidée aussi, c'est une interaction. Cela dit, il faut aider les gens à le mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment des programmes très, très importants. Alors, il se trouve que je suis aussi au Haut Conseil de la Santé publique et je préside la commission évaluation stratégie prospective, c'est un grand mot, mais on fait l'évaluation des plans de santé publique en France. Et ce qui est frappant, c'est qu'un certain nombre de plans, le plan amélioration de la qualité de vie des patients porteurs de maladies chroniques, le plan soins palliatifs par exemple, comportait un volet aidant. Et c'est le volet qui a le plus de peine à être mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas faire. On manque d'expérience, on manque de partage d'expérience, y compris pour ceux qui mettent en œuvre les plans. Et je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus, c'est-à-dire ce que vous faites, par exemple, comment je le partage, comment j'arrive à diffuser cette expérimentation et comment j'arrive à en faire un modèle qui est ou non transférable, et transférable dans quelles conditions. Et c'était l'objectif de ces plans de santé publique, d'être transversaux. Ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir qu'en fait, pour beaucoup, ils sont restés à un stade extrêmement embryonnaire. Et donc il y a une réflexion à avoir là-dessus. Les ARS, a priori, devraient permettre ça. Je ne suis pas persuadé qu'ils y arrivent. Moi, je crois beaucoup au terrain et je crois aux expériences de terrain à condition qu'on mette en place les outils de partage d'expérience, ce qu'on appelle le retour d'expérience en méthodologie, quoi. À mon avis, y compris la réplication de ces expériences doit faire l'objet d'une évaluation. C'est ce que les Canadiens appellent la recherche interventionnelle, c'est-à-dire comment ça se passe en population. C'est-à-dire j'ai une expérimentation, je la diffuse, comment ça se passe en population. Et là, le danger, c'est d'appliquer un modèle d'expérience, d'expérimental. On n'est plus dans l'expérimental.
Et donc il y a des méthodes mixtes qui associent du qualitatif et du quantitatif et qui permettent maintenant de faire ces évaluations avec des sociologues, des anthropologues, etc. Et on voit que l'outil, un bon outil, c'est un outil en fait qui disparaît derrière son usage. Et l'idéal, c'est quand on oublie l'outil, et on aura notre réponse quand on aura oublié l'outil. Moi, je pense que là l'outil aura vraiment pris toute sa place. Moi, je m'appelle Catherine Cerizet, j'ai été malade d'un cancer du sein il y a 11 ans. Donc en décembre 2000, j'ai été prise en charge assez vite. J'ai eu des traitements lourds, chimiothérapie, ablation du sang et reconstruction, puisque j'ai choisi d'être reconstruite. J'ai rechuté en septembre 2002. Et donc je suis repartie dans la ronde des traitements lourds qui sont finis finalement en 2008. En 2009, j'ai créé un blog d'information sur le cancer du sein qui s'appelle Après mon cancer du sein. Et je suis très geekette, donc j'adore les nouvelles technologies. Je suis très présente sur Facebook, sur Twitter et tous les autres réseaux sociaux qu'on peut y trouver aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 2000. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce blog et je suis très présente, parce que c'était un gros manque, pour moi ça a été un gros manque à l'époque. Le rôle des aidants a été essentiel. D'abord le rôle de mon mari, qui était mon plus proche aidant, on va dire, qui a été extrêmement présent. Alors ça a été un rôle en deux temps, c'est-à-dire ça a été un rôle pratique. Moi j'avais des enfants tout petits, donc il prenait en charge les repas des enfants, les accompagnements à l'école quand je sortais de chimio. Il me soignait en quelque sorte, il était mon soignant, c'est-à-dire qu'il m'apportait mes médicaments au lit, il m'aidait à vomir mes tripes, enfin bon, vraiment des choses extrêmement pratiques et puis psychologiques, un rôle extrêmement important. Je me rappelle notamment lors de ma rechute, moi je voulais pas y retourner, je voulais pas retourner en chimio, c'était pour moi hors de question, j'en avais eu 12, on m'en proposait 6, encore plus lourdes. Et je me revois encore en train de pleurer par terre dans mon couloir en disant je n'y retournerai pas. C'est lui qui m'a pris les mains en me disant si on y va, tu viens, on y va. Il y a eu mon mari, il y a eu mon père qui a été merveilleux, qui lui avait eu un cancer de la prostate quelques années auparavant, qui avait accompagné ma tante qui est décédée d'un cancer du sein 2 ans avant que je sois diagnostiquée et qui lui m'a accompagnée de façon métronomique à tous mes examens, tous mes rendez-vous, toutes mes chimios et qui comme lui avait subi un cancer, savait ce que c'était, il a été absolument merveilleux, il est mort depuis et vraiment ça a été mes deux plus proches aidants. En tant que malade, moi je prenais un antidépresseur. Cet antidépresseur, je l'ai pris pendant pratiquement tout le temps de mon hormonothérapie qui a duré 5 ans. Et j'ai découvert sur internet que l'antidépresseur était en totale interaction avec mon hormonothérapie. Et c'est moi qui l'ai appris à mon médecin. Et bon, c'était trop tard parce que c'était la fin. Et sa réaction ça a été de me dire bon bah vous êtes guéri puisque ça annihilait les effets de l'hormonothérapie et que vous l'avez pris pendant tout le temps de l'hormonothérapie, si vous aviez dû rechuter, vous auriez déjà rechuté. Donc je pense que au niveau de l'information, c'est extrêmement important. Et puis pour les aidants et les aidés, au niveau de la rencontre avec leur père. Oui, leur père PAIR parce que rien ne remplace la connaissance du vécu, l'expérience en fait. Et quand mon mari a aidé cet ami, lui avait l'expérience de ce qu'était être un aidant d'une femme atteinte d'un cancer du sein. Et je pense que les nouvelles technologies apportent ça parce qu'elles permettent de mettre ensemble
des communautés, alors des communautés de malades, des communautés d'aidants qui sont alors beaucoup plus anecdotiques sur le web et permettent d'avoir un échange mais de trucs, d'infos, d'astuces, on peut même imaginer, ça existe aux États-Unis, des sites qui permettent aux amis d'un malade de mettre, ben voilà, moi, ça se présente sous forme d'agenda. Moi, à 8h du matin, je serai là pour accompagner les enfants le lundi. Et puis moi, par contre, une autre personne va dire, bah moi, je serai là pour faire le déjeuner le mercredi, et moi, le vendredi, je ferai les courses. Et donc, ça permet d'aider les aidants à s'organiser pour aider le malade. Donc, les nouvelles technologies sont même incontournables, je pense. Néanmoins, les nouvelles technologies amènent à des rencontres IRL, in the real life, et ça, c'est extrêmement important. Moi, à travers le blog, à l'époque même, j'ai rencontré des femmes et cet échange qu'on a eu virtuel a abouti à des vrais échanges. On se rencontre vraiment dans la vraie vie et ça crée Alors il y a des chaînes de solidarité qui se créent sur la toile et ça se termine par des amitiés très très fortes. Mais on se rend compte de l'importance, et Edouard nous disait tout à l'heure en aparté, putain, mettez de la joie dans la vie, quoi. Enfin, je veux dire que c'est important, c'est nécessaire. C'est joliment répondu.